Claude, tu es thérapeute de couple Imago certifié, superviseur, sexothérapeute, formateur en gestion du stress, animateur de stages de couple et de stages couple et sexualité, et tu es auteur du livre Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago aux éditions Erol. Donc dans ce livre très riche, tu décortiques ce qui se cache dans les relations amoureuses, à savoir comment notre inconscient choisit pour nous notre partenaire, pourquoi les conflits se cristallisent autour d'enjeux de notre enfance et surtout comment le couple peut être un formidable tremplin pour guérir nos blessures et cheminer ensemble vers une relation harmonieuse qui nous ouvre à plus grand que nous. Alors, la première question que je vais te poser, on va commencer par le commencement. Tu expliques que nous ne tombons pas nous ne tombons pas amoureux de quelqu'un par hasard et que notre inconscient est toujours à l'œuvre. Comment cet inconscient va choisir la personne dont nous tombons amoureux? En fonction de quoi, en fait? Oui, bonjour Carole. Euh, c'est l'imago. C'est bien parce que ça me permet de définir ce que c'est que l'imago. La méthode imago, en fait, c'est Harvey Hendricks et sa femme Helen Hunt qui ont créé cette méthode dans les années 70-80 aux États-Unis. Et en fait, ce terme imago, il vient de Jung, le premier qui l'a utilisé. C'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. C'est ça l'imago. Et quand on tombe amoureux, on tombe amoureux de cette image-là. En fait, on pense que c'est nous qui choisissons, mais c'est notre inconscient qui choisit, en tout cas dans nos sociétés où on choisit nos partenaires, hein. Mm. L'imago ne fonctionne pas en Inde ou au Maroc ou certaines, en tout cas dans certaines contrées. Mais cet imago, en fait, c'est tout ce qu'on imprime en nous entre 0 et 6 ans, en gros, de nos parents, tout ce qu'on a aimé, les caractéristiques positives et négatives de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. Et c'est une image qui s'imprime en nous et qui va dormir jusqu'à nos premiers émois amoureux. Et dans nos premiers émois amoureux, c'est cette imago-là qui ressort. C'est-à-dire qu'on va tomber amoureux de choses qu'on a aimées dans notre enfance ou qu'on n'a pas aimées. Par exemple, si on n'a pas été du tout regardé, et si on a une partenaire qui nous, si je parle en tant que moi, qui est une partenaire qui me regarde, qui fait attention à moi, je sais que je vois que mon cœur va tout de suite s'ouvrir. En tout cas, si je fais tout le retracé de mon vécu amoureux. Il y a beaucoup de ça, par exemple. Ou alors, j'ai eu des parents très, au niveau émotionnel, mon père, par exemple, n'exprimait rien. Bah, des partenaires qui avaient plein d'émotions, j'adorais. Puis en même Ah temps, oui. c'est ce qu'on va détester après. En même temps, c'est ce que j'ai adoré. Puis après, je trouvais que c'était fatigant. Tu vois, tout ce qu'on a aimé, en plus, on va tomber amoureux de choses et ces choses, les mêmes choses, on va les reprocher après que la période romantique, elle soit terminée, c'est-à-dire au bout de 3 ans maximum pour les plus chanceux, ou peut-être plus si on ne vit pas ensemble. Mais une fois que les hormones ne font plus leur effet, je ne vais pas réexpliquer tout ce qu'est la période romantique, que tout le monde en parle ou on en parle dans plein de bouquins. Mais bref, c'est ça l'imago. Et on tombe amoureux d'une image, en fait. C'est comme si, j'aime bien l'image, moi, c'est comme si l'inconscient, tu le représentes par notre enfant intérieur. Le petit garçon à l'intérieur de moi, il va repérer chez la femme en face, la petite fille, une compagnon de jeu, un compagnon de jeu, quelqu'un qui va le comprendre. C'est-à-dire moi qui ai vécu vraiment beaucoup de solitude enfant, systématiquement, je suis tombé amoureux de femmes. Ça Mm. pouvait pas se voir là parce qu'elles étaient vivantes, mais moi je voyais la petite fille, en tout cas quelque chose en moi sentait la tristesse de la petite fille. Et il y a quelque chose voilà, qui se comprend, et c'est pour ça qu'on a l'impression au début qu'on va trouver une partenaire idéale qui va nous comprendre. Tu vois, c'est ça ce sentiment-là. Mais c'est notre inconscient, c'est notre imago, on peut l'appeler comme voilà, c'est ça. Et quand on voit des personnes qui vont effectivement enfin, choisir des partenaires qui ressemblent beaucoup à leurs parents, à leur père ou à leur mère, mais par exemple quand il y a de la violence et qu'il y a de la répétition, là, il n'y a pas eu ce choix de l'inconscient de faire autrement. Il répète juste ce qu'il a vécu. Il répète ce qu'il a vécu si on ne comprend pas ou si on n'a pas été exploré à l'intérieur ces schémas-là et mettre de la conscience sur ce qu'on a vécu. Beaucoup de ces personnes-là, par exemple, qui ont vécu de la violence, si elles ne travaillent pas sur elles, elles vont enfouir ça très profond parce qu'elles ne veulent pas être comme ça. Et puis, comme par hasard, soit elles vont reproduire cette même violence, soit si elles ont été plutôt passives, elles vont retrouver un partenaire ou une partenaire qui a ces caractéristiques-là. Et si on n'a pas les outils, ben on peut continuer ça et puis on peut continuer ce cycle de la violence, par exemple, et de l'abus. Mais si on met de la conscience, des fois, on rencontre ces partenaires-là pour juste mettre de la limite, dire stop, là où on ne pouvait pas dire stop, enfant. Si on voit le couple, moi je vois le couple, et dans l'Imago aussi, on voit le couple comme, et je le crois avec toute l'expérience aujourd'hui, je dirais, je valide cette hypothèse,
c'est qu'on rencontre un partenaire pour récupérer notre entièreté. Tout ce qu'on a perdu enfant, qu'on a mis dans notre congélateur, on va rencontrer le meilleur partenaire pour nous guérir de ça, mais en même temps, on va rencontrer ce meilleur partenaire, c'est la personne la moins équipée pour nous donner ce dont on a le plus besoin. C'est pour ça que C'est-à-dire? j'ai compris. Mais parce que moi, j'ai besoin, par exemple, si je me sens seul, j'ai besoin de me sentir rassuré. Ben, je tombais sur des femmes séductrices, par exemple, et j'allais pas être rassuré. Donc, tu vois, je rencontre une partenaire, c'est pas elle, elle va juste m'appuyer sur les bons boutons, sur les Mm. boutons rouges de mon enfance, pour m'aider à récupérer cette sécurité déjà à l'intérieur de moi, de mettre mes limites, de nommer ce que je ressens, plutôt que de m'effacer puis de rien dire parce que j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur qu'elle m'aime pas, etc., etc. Mm. Donc, en tant qu'adulte, si on voit ça d'une manière plus spirituelle, le couple, ce serait de récupérer son entièreté, qui on est vraiment. Sauf que si on n'a pas les outils, ben, très souvent, c'est beaucoup de conflits, souvent la séparation. On sait qu'il y a plus d'un couple sur deux qui se sépare. Ou alors, si on reste, on devient des couples qu'on appelle des couples colocataires, hein, tu vois, où il ne se passe plus rien parce qu'on a peur de dire les choses. Et c'est pour ça que, et c'est pas dans les familles qu'on apprend ça, et c'est pas à l'école non plus. Donc, c'est important qu'on l'apprenne à d'autres endroits. Mm. Alors, alors on va repartir aussi des grandes phases de la relation amoureuse. Tu expliquais qu'il y avait une période un peu de lune de miel. Quelles sont Mm. les grandes phases de la relation amoureuse par lesquelles nous passons tous? On passe tous par la période presque, hein. Il y en a qui n'ont jamais connu de période romantique, qui me disent, mais il y a quand même une période au début où c'est assez tranquille. Pour certains, ça ne l'est pas dès le début. Moi, des fois, ça peut être chaotique, mais où quand même il y a beaucoup d'amour, c'est-à-dire il y a beaucoup d'hormones. On crée des hormones quand on tombe amoureux. En tout cas, il y a des hormones, l'ocytocine, la vasopressine, il y en a plein. Il y a un cocktail d'hormones c'est comme un shoot d'héroïne, on dit. Et ça dure, comme je disais tout à l'heure, au maximum 3 ans. Plus on a de la conscience et plus on a de l'expérience dans la vie, moins ça dure longtemps, j'ai remarqué. Donc ça, à moins qu'on ait le même partenaire depuis tout le temps, après ben voilà, c'est pas, ça se vérifie pas puisqu'il y a pas eu l'occasion de. Mais ce que je remarque, c'est ça, c'est que ça dure 3 ans. Et ça, c'est la période romantique où tout est parfait. On a l'impression d'avoir retrouvé le partenaire idéal, celle ou celui qui va nous comprendre. C'est tout facile. Et puis, on sent, voilà, il y a beaucoup d'amour. Et les deux, donc, ont beaucoup de désir. C'est ça, cette période romantique où on a du désir, on fait beaucoup l'amour, où il n'y a pas de lutte de pouvoir, pas beaucoup. On est d'accord sur tout, presque, en tout cas. Ou même si on n'est pas d'accord, ben, il y en a un qui va rien dire et puis on passe au-dessus parce que de toute façon, il y a plein d'hormones qui font que on ne regarde pas ce qui est difficile. Puis, la deuxième phase, et qui peut arriver déjà pendant la période romantique, c'est la lutte de pouvoir. C'est-à-dire d'essayer d'avoir raison, de commencer à critiquer, ou bien de commencer à critiquer les choses sur lesquelles qu'on a choisi au départ, mais ces mêmes choses vont nous agacer. D'autres choses aussi. Puis voilà, le schématise vraiment, hein, c'est pour que les personnes qui nous écoutent comprennent. Et là, c'est la phase de lutte de pouvoir. Et là, si on n'a pas les outils, eh ben, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que souvent, ça escalade et on perd la confiance qu'on avait en l'autre, on perd la confiance en soi. S'il n'y a plus de confiance, on peut plus se montrer vulnérable. Et si on ne se montre pas vulnérable, et là, les cœurs s'éloignent, on va dire. Donc ça, c'est la période, et c'est là que, dans cette période-là, que l'idéal, que les gens viennent faire un stage à ce moment-là, au début de la lutte de pouvoir, c'est gagné d'avance. Quand les gens viennent faire un stage, en tout cas de couple là, de 4 jours, moi, c'est vrai que pour eux, c'est gagné d'avance. Ils repartent en lune de miel avec tous les outils, puis après, libre à eux de continuer en faisant un dialogue une fois par semaine. Ça, je pourrais y revenir, comment on fait pour rester connecté. Ça, c'est la période donc où on re-romantise, où on met de la conscience, on travaille. J'aime pas le mot travail, mais c'est vrai que la relation, c'est un engagement. On chemine ensemble avec des outils pour s'écouter, s'entendre, se valider, faire de l'empathie, voir la vérité de chacun. Parce que dans le couple, souvent, on est en conflit quand on n'est pas d'accord, alors qu'on a les mêmes blessures. Et le but, c'est de devenir des partenaires. Même si on ne protège pas de la même façon nos blessures, l'idée, c'est d'apprendre à être partenaire et de parler la même langue. C'est ça qu'on fait. Donc ça, c'est la période. Et après, donc, et la phase après, ben, c'est la phase où on retrouve l'amour et l'amour romantique. Et ça fait tout un circuit. Il y a la période de travail, et puis après, il y a la période de conscience et aussi d'apaisement et de, on peut dire, de lune de miel renouvelée. Et ça, c'est si la période de lutte de pouvoir enfin, se transforme, se passe bien, qu'on a les outils, parce que sinon, ça peut amener à une rupture, j'imagine. Oui, alors si on ne les a pas, il y en a qui se réparent
on parle de minimiseur, maximiseur. Quand les deux personnes sont des personnes qui cherchent le lien, qui ont besoin de lien, c'est des personnes qui vont être très explosives parce qu'il y a beaucoup d'insécurité très souvent dans leur histoire, des blessures d'abandon. Chez les maximiseurs, je reviendrai après ce que c'est. Mais et là, il y a des réparations sur l'oreiller, par exemple. C'est des couples qui peuvent faire beaucoup l'amour, comme je le dis souvent. Mais le problème de fond, il n'est pas résolu, ce qui fait que bah, voilà, c'est reculer pour mieux sauter à un moment donné, c'est Mm. plus suffisant. Et oui, si on n'a pas les outils, très souvent, c'est soit. Bah, moi, tu sais, j'ai des parents, par exemple, qui ont près de 60 ans de mariage, là, maintenant, je ne dis pas de bêtises, de 50 et quelques, 57, 58, et ils se parlent mal tous les jours, mais ils sont toujours ensemble. Tous les jours, ils se parlent mal. Pour moi, ils se parlent mal, ils s'insultent, mais ils ne se rendent même pas compte, c'est leur façon de fonctionner. Donc, il y en a qui restent ensemble parce qu'ils ont connu que ça. Eux-mêmes ont été maltraités dans leur enfance ou vraiment une enfance assez triste et c'est pour ça que je peux vraiment comprendre, même si j'aurais aimé qu'ils fassent le chemin aussi de se transformer, mais bon, ils ne veulent pas le faire, ils disent qu'ils ne peuvent pas à leur âge, mais ça fait 40 ans qu'ils disent ça. C'est ça. Euh, donc c'est 40 ans qu'ils n'ont pas l'âge. Mais je dis ça en rigolant parce que je ne cherche plus à changer quoi que ce soit, ils sont comme ça. Mais voilà, on peut rester ensemble malheureusement. Et la lutte de pouvoir, c'est une façon d'être en lien et de se sentir vivant. Mm. Si on n'a pas connu d'autre chose, pour certains, voilà, il y a certainement de l'amour. Moi, je ne le vois pas entre mes parents, mais certainement qu'il y a de l'amour entre eux. Ouais. Mm. Alors, tu expliques aussi dans ton livre qu'il y a 4 comportements défensifs que Ouais. nous utilisons dans la relation de couple pour nous protéger ou lorsque nous sentons que nous perdons le lien. Est-ce que tu peux nous décrire ces 4 comportements défensifs? Alors, pour expliquer le comportement défensif, ils se mettent en route, c'est en fait un réflexe. C'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est un réflexe. C'est notre cerveau reptilien qui dit danger de mort. Même une éponge qui traîne dans l'évier, c'est danger de mort parce que lui, il fait aucune différence entre le présent et la préhistoire, par exemple. Et puis, il réagit tellement vite et il est là pour la survie que lui, une éponge qui traîne dans l'évier ou un mammouth qui attaque dans la grotte, c'est la même chose. Donc, c'est lui qui vient anesthésier notre néocortex, le cerveau le plus intelligent, mais aussi qui est le plus récent et qui réagit beaucoup moins vite. Et quand voilà, nos émotions, le cerveau émotionnel se met en branle et qui déconnecte, il y a une amygdale là qui déconnecte ce cerveau intelligent, c'est ce cerveau reptilien qui prend toute la place et qui est là pour la survie. Et pour la survie, on a donc 4 mécanismes de défense. Soit on se soumet, Ouais. je m'amuse à dire dans les stages, j'avais cherché, il y a le hérisson, paraît-il, qui se soumet dans la nature parce que c'est très animal, nos réactions. Il y a la fuite, comme le lapin. Mm. Il y a l'attaque, comme le lion, par exemple, tous les prédateurs qui attaquent. Et il y a aussi le figement, le freeze, quand on s'anesthésie. Moi, je me dissocie. La dissociation, un peu comme les cervidés, là. J'avais renversé une fois dans le sud de la France un- un- un chevreuil. Je pensais que je l'avais tué, puis le temps que je téléphone, et je me retourne, il n'était plus là. Puis Mm. il se fige, c'est son mécanisme de défense, et après il fuit. Et puis chez nous, ça va bien aussi ensemble. Souvent, très souvent chez le minimiseur, il va se dissocier puis il va fuir la relation parce qu'il ne se sent pas compétent souvent et puis il se sent en faute, etc., etc. Donc c'est ça, c'est ces 4 mécanismes qu'on a tous. Alors on va les manifester de manière différente, hein. Mm. L'attaque, on peut crier, la fuite, on peut fuir derrière le travail, on peut aller tout de suite partir au travail ou ne rien dire, ou on peut fuir en claquant la porte. Voilà, il y a plein de moments, de façons de fuir. Alors justement, ma question suivante, ça parlait du maximiseur et du minimiseur. Donc tu décris 2 profils dans une relation de couple. Apparemment, ce sera toujours un peu comme ça. Le maximiseur et le minimiseur. Comment savoir quel rôle nous avons? Et est-ce que c'est toujours les mêmes rôles qu'on a en fonction des couples qu'on forme? Est-ce que si je suis minimiseur dans un couple, je serai toujours minimiseur dans tous les couples? Non, t'as raison. Alors, il faut savoir que j'aime pas trop enfermer. Et moi-même, une de mes blessures, c'est de me sentir bloqué, enfermé. Donc, c'est juste pour aider à comprendre les couples. Et ça peut bouger. Puis, on en fait deux parce que c'est plus simple. Il y a plein d'auteurs qui ont mis entre les fuyants, les passifs agressifs, etc., etc. Il y a plein de comportements. Nous, on met minimiseur, maximiseur. Faut savoir que minimiseur, c'est très souvent l'homme, et qu'encore aujourd'hui, à 90%, c'est les hommes. Minimiseur, c'est celui qui a besoin d'espace, qui va revendiquer la liberté dans la relation, qui a peur d'être rejeté, alors il dit rien. Il n'a pas confiance en lui très souvent. Il y a vraiment la blessure, je l'appelle de compétence, de ne pas être compétent.
C'est-à-dire, ben, on nous éduque beaucoup, nous, à être compétents, hein, à faire les hommes, encore aujourd'hui, malheureusement. Ça bouge un peu, mais c'est pas encore ça. Et c'est vrai que nous, on va minimiser, c'est-à-dire au lieu de chercher le lien, on va se fermer, on va fuir plutôt, ou on va s'anesthésier si on sent que l'autre nous attaque, on n'aime pas trop le conflit. On a besoin vraiment de douceur et puis aussi de calme, d'avoir du temps. On revendique d'avoir du temps. C'est souvent les personnes qui se disent, de toute façon, quoi que je fasse, ça sert à rien que je fasse quelque chose, de toute façon, c'est jamais assez bien. Ça, c'est la phrase du minimiseur. Donc ça, c'est minimiseur et 90%, quand même, les hommes dans les stages, quand on joue, c'est assez impressionnant, c'est quand même encore, c'est assez genré pour le moment. Même Mm. si, hein, même si aujourd'hui on est à l'ère du non-genré, là, je fais une généralité de mon expérience de 15 ans. Puis, ensuite, il y a les maximiseurs, et très souvent donc de partenaires féminines. C'est plus la blessure d'abandon qu'il y a derrière, et c'est quelqu'un, on l'appelle la tempête de grêle, parce Mm. que c'est tout et tout de suite est très fort. Le minimiseur, c'est la tortue. Elle va s'enfermer dans sa carapace. Et la tempête de grêle, elle, ben, elle vit de l'insécurité si elle ne sent pas le lien, et elle a besoin de sentir le lien, cette tempête de grêle. Donc elle va revendiquer le lien, et elle va faire beaucoup de bruit souvent, parce que pour montrer qu'elle est là, et puis aussi parce que derrière cette insécurité, ben, c'est souvent ça qui sort, c'est la colère ou des cris, mais derrière, il y a une petite fille très insécure. Et c'est ça, c'est des personnes qui nourrissent bien le lien, qui aiment nourrir le lien, hein. C'est dans les couples, c'est souvent eux qui amènent leur partenaire en stage parce Mm. que ben, ils ont envie. C'est souvent quand même, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. Et ils ont tous les deux des qualités aussi, hein. Le minimiseur, il peut aussi tempérer, il apporte du calme, il apporte aussi de la sérénité, de l'équanimité, voilà. Il y a aussi de la réflexion, c'est-à-dire que voilà, de relativiser les choses. Et le maximiseur, ben, lui ou elle, ils apportent la vie aussi, les émotions, le langage des émotions, faire bouger les choses, parce que les tortues, elles ont besoin qu'on les secoue quand même un peu. Après, c'est comment on le fait surtout, qui complique les choses. Mais voilà un peu, en gros, le profil, hein. Dans mon livre, c'est vrai que je le décris plus, mais si on veut comprendre pour voir. Alors, peut-être pas pour répondre à ta question, oui, 80% des couples, il y a toujours quand même une dynamique d'un maximiseur et un minimiseur. Mais il y a des couples où les deux sont maximiseurs, les deux sont tous les deux insécures, se rencontrer avec cette insécurité-là. Et là, c'est beaucoup de cris de tous les côtés et beaucoup de vie aussi. C'est pour ça que je dis beaucoup de sexe aussi dans le couple. Mais c'est très épuisant. Et les deux minimiseurs, bah là, c'est pas épuisant, c'est le contraire, c'est que bah, ils ont tous les deux peur d'être rejetés, donc ils ont peur de se dire, de se montrer, ce qui fait qu'ils ne disent pas les choses, et ça devient vite des couples, au fur et à mesure des années, c'est des couples qui deviennent des couples qu'on appelle des couples colocataires ou des divorcés invisibles. Par contre, moi, j'étais minimiseur, j'ai une structure minimiseur, vraiment, où je dis pas, où à l'origine, je parle pas. Mais j'ai appris à parler, bien sûr, avec cet outil Imago notamment. J'ai pris beaucoup confiance en moi. Et ce qui fait que ben, j'ai moins peur de nommer. Donc aujourd'hui, je me sens ni minimiseur ni maximiseur. Je me sens tantôt l'un, tantôt l'autre. Je pense que plus on travaille sur soi, plus on équilibre et plus la relation travaille sur elle, plus le couple travaille sur eux, plus ça change. Puis je peux être minimiseur dans une relation et je me souviens au Québec, j'avais une de mes partenaires, elle parlait moins que moi, elle disparaissait dans le lien. Moi, ça me faisait vraiment souffrir. Elle disait pas quand elle parlait plus, puis après, elle disait je m'en vais, et puis je savais pas quand elle revenait. Et pour moi, ça, c'était vraiment difficile. Et c'est Mm. moi qui venais chercher la relation, je devenais le maximiseur. Je me suis vu avec toutes les composantes du maximiseur. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça dépend les moments, ça dépend les sujets. Par exemple, sujet de la relation, c'est les femmes qui vont être maximiseuses. Dans la sexualité, c'est des hommes qui vont tirer leurs femmes dans les stages sur la sexualité pour, euh, pour les amener, pour leur montrer que c'est elles qui ont tort, même si c'est pas la réalité. Mais eux, ils pensent que c'est elles qui ont un problème. Et donc, c'est plutôt les hommes qui incitent les femmes à venir dans des stages, par exemple, sexualité, oui. Selon les sujets, ça peut être aussi variable. Et c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai interviewé plusieurs fois Gwenaëlle Perciot, que tu connais bien, justement sur les relations de couple. Et quand Mm. tu dis par exemple les minimiseurs, deux minimiseurs ensemble, ce qu'elle décrit elle avec deux évitants ensemble, c'est la même chose. Et c'est ça. Et puis l'anxieux et l'évitant. Oui, puis après, il y a des subtilités, nous, pour pas rentrer, parce que c'est un outil qui se veut non mental,
pour pas rentrer dans toutes les. Il y a ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent. Bien sûr, Gwenel en a parlé dans ses livres aussi, puis on en a discuté pas plus tard qu'à fin d'année. Mais moi, j'aime bien le côté où c'est pas important de savoir vraiment, c'est juste pour donner une idée, mais après, dans ce dialogue imago, parce que c'est un dialogue, on apprend à passer de la tête au niveau, et au cœur, ou alors des émotions, on remonte dans le cœur. Le but, c'est de parler de cœur à cœur. Donc, Mm. c'est pas d'essayer de comprendre qui a raison, qui a tort, comment tu fonctionnes, c'est juste de dire nous ce qu'on vit. Et là, on rejoint la communication non violente, c'est d'apprendre à parler de soi dans nos conflits ou dans tous les défis que l'on a, c'est de parler que de soi parce que l'autre, il est juste comme on l'a choisi et il ne fait pas exprès de nous appuyer sur nos boutons. Donc, ça sert à rien de le pourrir parce que quand on le pourrit, bah, il va se fermer ou ça va exploser. Et le but, c'est juste de dire, voilà, bah, quand tu fais ça, voilà ce que je vis, et puis d'avoir des outils pour voir la vérité de chacun. Nous, c'est ça qui est important. Alors, tu expliques dans ton livre aussi quelque chose qui est très important, c'est la dépendance affective ou la Ouais. codépendance. D'où vient la dépendance affective en général et en quoi c'est un obstacle dans une relation de couple harmonieuse? Euh, et je connais des couples qui sont dans la dépendance affective et qui vivent heureux toute leur vie. Heureux, heureux. Je veux dire, moi, j'en ai vu dans les anciennes générations, ils travaillaient ensemble dans le même magasin de vélo, je me souviens, dans le sud, c'était les oncles d'un de mes amis. Et vraiment, il y avait une entente, ils se complétaient. Après, il y a plein de choses qui se disaient pas forcément, mais c'est pas le couple comme moi, j'aimerais le vivre, c'est-à-dire épanoui, tout ça, mais ils se sont. Moi, ce qui est important, c'est que les couples, eux, s'y retrouvent. D'accord. Après, j'ai mon idée du couple, mais qu'est-ce qui fait que les couples sont dépendants affectifs? C'est que ben, ils ont vécu un attachement soit évitant, soit trop étouffant. C'est une problématique du lien. Mm. Et donc, et aussi une problématique du lien et de l'estime de soi, du lien avec soi. C'est-à-dire que si je ne m'aime pas, l'amour de moi ou l'amour que je peux porter aux autres ou qu'on me porte va dépendre de l'extérieur. Donc, je suis dépendant des autres pour me sentir aimant, pour me sentir aimé. Et on est tous un peu ça, bien sûr, hein. Je veux dire, on a tous un besoin de reconnaissance. C'est juste une question après de, de degré, hein, Mais pour moi, le couple, c'est d'apprendre. Moi, en tout cas, c'est ce que le chemin que j'ai fait. J'étais très dépendant affectif, je pense. Je pensais que c'était toujours mes partenaires qui l'étaient, mais en thérapie, j'ai pu voir que je l'étais tout autant. J'étais plutôt évitant, mais le contre-dépendant, il est aussi dépendant affectif. C'est l'autre face du dépendant, hein. Dépendant contre dépendant, c'est la même pièce, mais c'est deux faces. Et moi, j'étais le contre-dépendant parce que je voulais pas m'attacher. C'était trop douloureux l'attachement. J'ai trop peur d'être rejeté, d'être abandonné aussi. Et ça, tant qu'on ne met pas de la conscience dessus, on va le projeter sur l'autre. Ça, c'est le grand principe et c'est ça qu'on fait dans Imago. On apprend à reprendre nos projections. Mais ça vient de l'enfance, donc bien sûr. Et l'idée, comme je disais, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est-à-dire apprendre à être heureux seul. Mm. C'est-à-dire, seul, j'aime ma vie. Mm. Heureux, il manque. Moi, personnellement, aujourd'hui, là, je suis célibataire. J'ai pas de problème à dire oui, je me sens vraiment heureux. J'ai la vie, j'ai une vie incroyable. J'anime des stages où c'est du bonheur de voir les transformations des gens. J'ai des super amis, je suis très entouré. Mais de ne pas avoir construit une relation longue, ça fait partie des choses qui peuvent rester, pas des regrets, mais aujourd'hui, en tout cas, je me dis mince, alors j'apporte du bonheur à plein de gens, je le vois. Et des fois, ça n'a pas de sens. Je peux avoir des petits baisses par moment. Quand j'ai des baisses, tu vois, je me dis, ben, j'ai pas créé ça pour moi. Mm. En France, en plus, on peut se demander comment on peut être un bon thérapeute de couple si soi-même on ne l'est pas. Ben, ça n'a rien à voir. C'est Oui. pas besoin d'avoir le cancer euh, pour soigner les gens qui ont le cancer quand on est médecin, etc., etc. Je connais des grands, je connais un grand, comment on appelle ça, hypnothérapeute, un des plus grands. Et il fume 2 paquets par jour et sa spécialité, c'est faire arrêter de fumer les gens. C'est un peu, mais il est très bon. Après, il explique tout ça, mais tout ça pour te dire que ce qui est important, moi, aujourd'hui, c'est que je suis quand même heureux, je suis heureux de ma vie. J'ai Mm. pas d'attente de vivre quoi que ce soit. Par contre, bien sûr que j'ai le vœu, mais ma vie, elle est belle telle qu'elle est. Mm. L'autre doit être la cerise, je l'ai mis dans le livre, hein, la Oui. cerise. Au Québec, il dirait la cerise sur le sundae, c'est la cerise sur le gâteau, et il n'est pas l'oxygène pour nos poumons. C'est plutôt les fleurs sur la table. L'expression, c'était plutôt ça. Ouais, ouais. Pour moi, c'est ça le couple. C'est d'être heureux, encore plus heureux que quand je suis seul. C'est-à-dire, être seul, c'est être heureux, et à deux, c'est de se sentir encore plus heureux, et surtout aussi libre. Ça, c'est encore une autre notion. C'est rare, moi, je trouve, les couples qui Oui. se sentent libres dans leur relation. Ouais. Et pourquoi d'ailleurs?
Ben parce qu'on on s'oblige à des choses, parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Puis il y a aussi l'éducation judéo-chrétienne, il y a plein de choses. La culture, l'éducation. C'est-à-dire par exemple, je prends des clichés, mais quelqu'un qui adore faire du sport, du foot, puis quand il rencontre sa femme, il est tellement amoureux, ben, il va arrêter parce qu'il a besoin, il veut être là pour elle, et puis au bout d'un moment, ben, il étouffe, et puis il n'ose pas le dire, et puis ben, il va demander à recommencer. Puis elle, comme il n'a rien dit, ben, elle va se sentir abandonnée, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il a étouffé des parties de lui-même pour être en relation, parce que on a l'impression que être en relation, ben, faut tout sacrifier presque parfois. Ou c'est le plus important, et puis c'est comme ça qu'on nous a appris. Et puis on a envie de plaire, on a envie de faire plaisir, mais on s'oublie. Et on s'oublie aussi, pourquoi? Parce que on ne sent pas, nous les hommes, par exemple, les hommes et les minimiseurs. Les minimiseurs, si on s'anesthésie, si on se clive, si on Mm. se dissocie, on ne sent pas ses besoins. Donc on va faire les choses pour faire plaisir sans écouter à l'intérieur si c'est OK. Est-ce que c'est OK pour moi de faire ça? Alors, schématise, c'est plus complexe que ça. Toutes les situations de couple sont différentes, mais en dessous, il y a toujours. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on fait ça, puis de faire des dialogues justement pour aller voir à l'intérieur de soi pourquoi je fais ça, pourquoi je m'enferme dans des situations, pourquoi je me sens frustré ou je me frustre moi-même. Tout ça, c'est toujours lié à l'enfant. Ça, par contre, ça, c'est. Mais c'est extrêmement difficile. Moi, je l'ai vécu aussi. On peut avoir une partie de blessure d'abandon, etc., qui est tellement souffrante, qui a tellement besoin d'amour, de reconnaissance, de câlin, de tout ce qu'elle a manqué, qu'en fait, enfin, moi, je m'en suis rendu compte a posteriori, elle avait pris toute la place et tous mes autres besoins, sociaux, intellectuels, etc., ils étaient mis au placard parce que ça avait pris toute la place. Et du coup, bah, ça fait des relations amoureuses un peu chaotiques parce qu'effectivement, bah, moi, j'étais plus épanouie pleinement, quoi. C'est ça. C'est pas facile. Mais c'est la période romantique. On en sort dans la période romantique. C'est là que c'est pour ça que c'est compliqué quand on n'est plus dans la phase romantique. Ben on va reprendre tu vois, on va sortir de la séduction aussi parce que c'est pareil. Tout ça, c'est de la séduction. On va vouloir plaire à l'autre, mais la séduction est liée aussi à l'estime qu'on se porte à soi, Mm. l'estime de soi, la confiance en soi. Si je m'aime, moi aujourd'hui, je sens, j'ai l'impression, hein, j'ai envie de dire, parce que on chemine toute sa vie, mais que j'ai été très séducteur et que j'ai l'impression de pouvoir être comme je suis, puis tant pis, j'ai envie que l'autre me voie tel que je suis, non pas pour ce que j'ai envie que l'autre voie ou être à tout prix aimé. J'ai moins besoin de ça, beaucoup moins. Donc, c'est aussi la maturité, c'est le travail sur soi, Oui, parce que ça évolue, hein, tout ça. On est d'accord, hein. on est d'accord. Ça Tant- évolue. Mais il y en a qui évoluent pas si. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup, moi, sur le masculin. Je fais beaucoup de podcasts sur le masculin, des congrès sur le masculin. Là, il y en a un au mois de mars au Québec qui va être magnifique sur la voix masculine. Mais moi, il y a un cri envers les hommes, dire, mais bon sang, mais arrêtez de vous reposer sur vos partenaires pour la relation et puis allez voir à l'intérieur, parce que tout ce que vous ne voulez pas aller voir à l'intérieur, même votre enfance, le petit garçon, parce qu'il dit, bah oui, mais ça c'est le passé. Ben non, ce Mm. petit garçon, il est toujours à l'intérieur de nous. Et si on n'en a pas conscience et si on ne l'écoute pas, il prend toute la place, il devient tyrannique et on va le projeter sur son partenaire ou sa partenaire, systématiquement. Tu peux préciser ce que ça veut dire projeter et concrètement ce que ça veut dire? Ben, par exemple, si j'ai manqué, je vois par exemple beaucoup d'hommes sont en fait des petits garçons. On est des petits garçons, mais si on n'a pas été travaillé, le petit garçon, il est toujours présent et c'est lui qui prend toute la place dès qu'il y a un conflit. On peut on peut donner beaucoup d'assurance au travail. Je connais plein de chefs d'entreprise. Un ancien directeur d'école aussi, il y a du charisme à l'école, puis je le voyais quand les réunions avec leurs femmes, ils étaient des petits garçons, quoi. En fait. Et c'est intéressant de voir ça. C'est juste que le petit garçon, par exemple, s'il a vécu beaucoup de soumission ou de tristesse, eh ben, il va se soumettre, par exemple, longtemps dans sa relation, mais pareil pour une fille, hein. Elle va se Mm. soumettre, c'est très souvent plutôt chez nos partenaires féminines, où elles ont vécu de la soumission dans leur famille, où elles avaient le droit de rien dire, il n'y avait que des garçons, par exemple. Et puis elles vont se soumettre dans la relation pas mal de temps, mais à un moment donné, la soumission, ça a un sens. Puis ça, on accumule de la colère, parce qu'il y a de la colère. On se soumet à des choses où on n'est pas d'accord, donc on tend un fil qui se tend, qui se tend, qui se tend, au bout de 20 ans, moi j'ai des couples qui arrivent comme ça, au bout de 20 ans, ça explose. Et là, la soumission, elle part dans des choses, mais très violentes, même verbalement. Mais la colère, dans la première séance, déjà, je leur dis, la colère, elle n'a rien à voir avec l'autre. Elle a à voir avec toi qui a accepté des choses pendant 20 ans qui n'étaient pas acceptables, mais l'autre n'y est pour rien.
Il t'a pas attaché à des barreaux du lit pour que tu restes. Mm. Donc, tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est vrai que si je ne vais pas explorer ça à l'intérieur, ben, je vais le projeter sur l'autre. Je vais le projeter, c'est-à-dire, ben, je vais pas le voir chez moi. Je vais pas voir mon besoin, par exemple, si je me suis soumis, ben, mon besoin d'autonomie ou je vais pas réussir à mettre mes limites. Et Mm. donc, dès que ma partenaire ou mon partenaire va mettre ses limites, ben, je vais réagir violemment parce que je vais voir en face des choses que l'autre fait que moi, je suis incapable de faire. Inconsciemment ou consciemment, mais c'est très souvent inconscient. Donc, si j'ai bien compris, la projection, j'essaie d'illustrer aussi avec un autre exemple. Quelqu'un qui, par exemple, a été jamais écouté par ses parents, jamais pris en compte, jamais valorisé, etc. Eh ben, c'est la goutte qui fait déborder le vase avec le partenaire. Il suffit que l'autre, voilà, lui fasse une remarque ou lui coupe la parole, mais ne serait-ce qu'une fois, et il va prendre pour tout le monde, en fait. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Et je vais même plus loin. C'est que s'il n'a pas été écouté enfant, il va tomber sur un partenaire, il va choisir un partenaire, même si au départ, il va avoir l'impression que l'autre va le comprendre, mais c'est ça qui va venir l'appuyer sur le bouton. Parce que c'est exactement ce que son partenaire a aussi comme blessure, mais pour pas vivre la même chose que dans l'enfance, pour pas, eh ben, il va couper la parole pour être sûr qu'on va l'entendre. Tu vois, et ça va être Ah, en fait, on va avoir deux comportements complètement opposés pour la même blessure. ouais. Et c'est ça le conflit. Hmm. Et dans les stages, j'adore parce que je Ouais. le dis, mais je dis, je ne demande pas de me croire, mais tous les dialogues qu'on fait, ils s'en rendent compte par eux-mêmes. C'est ça qui... Hmm. Donc en fait, on s'attire souvent parce qu'on a enfin pour entre autres une blessure commune, mais on Et a eu des stratégies différentes pour s'y protéger. adapter. Ouais, se C'est ça. protéger. Et d'adaptation, exactement, des mécanismes d'adaptation complètement opposés et complémentaires. Donc, c'est pour ça qu'il Hmm. y a des conflits. Hmm. Non mais C'est ouais. c'est normaliser le conflit. On normalise le conflit, c'est normal. Sauf qu'on n'est pas obligé de se taper dessus et que ça aille dans la violence. Hmm. Et tu vois, moi qui étais au Québec, ils n'aiment pas les conflits, mais le conflit, il passe autrement. Soit dans la fuite, moi je vois, ils disparaissent. Ils vont dire oui, tu as bien raison de le dire, puis après ils disparaissent de la relation. C'est une autre forme de violence. Ah oui. Ça passe toujours à un moment donné quand les choses ne sont pas dites, quand les choses elles sont pas explicitées ou exprimées. Hmm. D'où l'importance des conflits. Nous, on dit chouette un conflit, parce que derrière tout conflit, il y a une pépite d'or. Il y a une pépite qui va enrichir la relation. Si on n'est pas capable de gérer nos différends, ben, la relation, elle s'appauvrit. C'est comme ça qu'on s'éloigne. Hmm. C'est D'où aussi. l'intérêt effectivement de prendre conscience de ce qui se passe, de se poser des questions, de voir ce qui se joue, et puis d'avoir des outils dont on va parler après. Hmm. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi dans ton livre. Tu donnes une astuce précieuse pour savoir si notre ressentiment vis-à-vis de notre partenaire est justifié ou s'il vient d'une blessure d'enfance qui nous est propre. Je sais pas si tu te rappelles, du coup, moi, je l'ai appliqué, c'est hyper intéressant. Ben oui. Oui, oui, je me souviens, mais vas-y, Non, ça non, mais je t'en prie, c'est toi qui l'as écrit. J'aime bien ton exemple, m'intéressera, mais en fait, c'est simple, c'est toujours se dire, est-ce que tout le monde réagirait comme ça quand je fais ça? Je veux dire, quand tu fais ça, au lieu de te le reprocher, est-ce que si tu vivais avec quelqu'un d'autre, est-ce que ça serait la même chose? Tu vois, par exemple, si quelqu'un me frappe, c'est sûr qu'en frapper quelqu'un, tout le monde va le vivre mal. Mais la lunette des toilettes qui reste levée ou même l'éponge qui reste dans l'évier, moi personnellement, c'est pas des choses qui me traumatisent, mais pour d'autres, ça va les traumatiser. Mais Mm. c'est pas l'éponge, on sait bien que c'est en dessous quelque chose qui a été blessé en dessous. Donc ça, c'est un bon moyen, oui. Ouais, ouais. Et je conseille aux personnes qui nous écoutent de le faire, ça marche très bien. Et tout de suite, on voit si c'est... Ah bah oui, ça vient de moi, parce que une autre personne n'aurait pas réagi comme ça. Et c'est ça, et c'est là que quand on fait des dialogues de frustration, on appelle ça le dialogue de base, Imago, hein, le dialogue de base, il est là pas pour reprocher à l'autre et lui dire qu'il a mal fait, c'est juste pour aller voir nos 90%. Parce que quand on est frustré, donc c'est 90% de notre histoire. Mm. L'autre, il appuie sur un bouton, il appuie à 10%, et on va dire 20% s'il y en a qui veulent mettre ça, mais il appuie sur un bouton rouge. Et donc, quand on fait un dialogue, nous, on apprend à prendre 100% responsabilité. On ne le fait pas dans l'instant, il faut attendre que ça soit descendu. Et après, on va dire, voilà, là, je me suis senti frustré ou j'ai été déclenché quand tu as fait ça. Est-ce que tu veux bien m'aider à comprendre Mm. pourquoi je suis autant déclenché? Ben là, Mm. le partenaire va se mettre en face et il va faire le travail. Mm. Si je lui reproche, imago ou pas imago, il va rien faire. Il va pas vouloir s'installer. C'est exactement les mêmes mécanismes que le psychotrauma. J'ai fait un live il n'y a pas longtemps avec Yohan Amikou. Et en fait, on est redéclenché par quelque chose qui nous a traumatisé. Bon, bah là, c'est pas forcément du traumatisme, mais en tout cas, ça nous a blessés. Et tout ce qui ressemble de près ou de loin, eh ben,
on surréagit, on est redéclenché, ou on réagit pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, dans la norme de ce qui devrait être vécu. C'est ça, tout Mm. à fait. Alors, donc, tu parles dans ton livre de la méthode, la fameuse méthode Imago, qui permet un dialogue dans le couple pour réparer les blessures des partenaires. Donc, quels sont les mots-clés de cette méthode? Tu as mis des mots-clés à un moment dans le livre. Et en gros, est-ce que tu peux nous expliquer effectivement comment ça fonctionne, même si on commence à comprendre au fil de cet entretien? Oui. Alors, c'est pas une méthode. C'est vrai que les gens réagissent quand je vois dans le dernier stage, ouais, mais moi, j'ai pas envie de réparer mon partenaire, je suis pas là pour ça, je suis pas son thérapeute, surtout qu'il y a beaucoup de thérapeutes. Au moins un des deux est thérapeute dans les stages, ça arrive souvent. Et le thérapeute, bien sûr, il n'a pas envie de faire ça, même s'il le fait déjà inconsciemment et qu'ils ne sont pas choisis par hasard. Mais c'est une méthode où on apprend à communiquer de cœur à cœur. Moi, c'est ça. On est face à face, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, sauf pour un dialogue particulier, mais la plupart du temps, c'est ça, c'est en contact physique et en contact avec les yeux, donc avec le cœur. On installe un petit pont. Il y en a un qui parle, un qui écoute. Et un des partenaires, donc, qui parle, un des partenaires qui écoute. Celui qui parle fait des phrases courtes, ça c'est important, parle de soi. Et l'autre fait le miroir en lui disant je t'entends dire, c'est-à-dire il va prendre la responsabilité de ce qu'il entend, je t'entends dire, et il va répéter le plus proche possible sans être un perroquet, mais le plus proche possible de ce qu'il a entendu. Pas essayer de rajouter des mots, c'est je t'entends dire ta 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 ta, et on vérifie, est-ce que c'est bien ça? Voilà. Et dès que c'est ça, on passe à d'autres phrases. C'est moi qui fais des amorces de phrases pour les emmener dans le cœur. Parce que si on laisse les partenaires parler seuls, ils vont rester sur le problème. Mais le problème n'est jamais le problème. Le Mm. problème, c'est 10%, c'est en dessous. On va l'explorer en dessous. Donc, j'installe un petit pont d'abord de cœur à cœur. Il y a toute une préparation qui est importante parce que sinon, qui parle d'une liste de courses ou d'amour, ça sera la même chose, ça fera rien si on ne se connecte pas de cœur à cœur d'abord. Donc, je fais toute une petite préparation de 5 minutes. Et ensuite, ils dialoguent. Et le dialogue, ça les emmène à l'intérieur sur voilà ce qu'ils ont vécu, ce qui est difficile pour eux, ce qui les blesse, la façon dont je réagis. Et on y va. Puis après, on fait aussi le lien avec l'enfance. Pas toujours, mais on peut faire le lien avec l'enfance. C'est pas une obligation. À la maison, ils sont pas obligés de le faire, parce que ça, c'est plus de la thérapie. Puis c'est un outil qui n'est pas forcément de la thérapie, c'est thérapeutique, mais c'est un outil de communication avant tout, mais qui est beaucoup plus grand que ça. C'est une façon d'être dans le monde, je trouve. Et donc, c'est juste ça, c'est d'apprendre à parler de soi en vulnérabilité, en allant lentement, en se sentant écouté, et après aussi en étant validé par notre partenaire et qu'on nous fasse de l'empathie aussi. Ça rejoint un peu la CNV à cet endroit-là, la communication non violente. Mais voilà, c'est vraiment une méthode qui est simple, contrairement à la communication non violente, où je suis formé aussi, qui est Mhm. beaucoup plus simple pour les couples parce que sinon, la communication non violente, il y a beaucoup de choses à savoir et puis c'est technique et ça remet dans la tête. Et moi, je connais des formateurs CNV voilà, qui font ça depuis 10 ans et ils n'y arrivent toujours pas dans leur couple. Et quand ils sont venus au stage de 3 jours Imago, ils me disent, ma mince, en 3 jours, Et c'est ça, moi, c'est ce que j'ai remarqué, donc ça me fait plaisir quand je l'entends, parce que j'ai remarqué ça, en tout cas, moi, que Mm. c'est quelque chose de simple qui s'approprie facilement. Avec un stage de 4 jours, ça suffit pour la plupart des couples, sauf ceux qui sont vraiment Mm. bien abîmés, c'est-à-dire qu'ils se sont bien abîmés la relation, ça va être important d'être accompagné par la suite, ou avant ou après le stage, par un thérapeute, bien sûr, pour mettre de la sécurité. C'est quoi les indications finalement pour venir faire un stage? Être sorti de la lune, moi, de la lune de miel, de vivre quand même peut-être ensemble, ou si on ne vit pas ensemble, au moins d'être ensemble depuis quelques temps. Mais moi, il y en a qui viennent au bout de 6 mois, ils ont déjà des défis, ils viennent, alors là, c'est gagné d'avance, parce qu'il y a encore de l'amour. Donc là, ils vont faire le petit pont, ils vont faire le chemin, ils repartent vraiment en lune de miel, mais tout le monde repart en lune de miel. Même ceux qui viennent, qui sont au bord de la séparation, ils sont dans comment dire, une lune de miel. En tout cas, ils sont connectés à leur partenaire, que ce soit dans la séparation, parce qu'ils resteront des parents. C'est pour ça qu'ils viennent. Des fois, ils se séparent, mais ils resteront un couple parental. Et, mais quel que soit les- ça vient de tout horizon en fait, hein. C'est des couples qui veulent juste améliorer leur communication, qui veulent d'autres outils, ce qui est rare quand même aujourd'hui, ceux-là. C'est des couples voilà, qui ont beaucoup de problèmes de communication ou des problèmes qui font plus l'amour ou problèmes par rapport à des sujets comme l'argent, comme l'éducation. C'est tous des sujets où c'est difficile, ça vient très activer le cerveau reptilien et ils ont besoin d'outils pour
pour se reconnecter. Des fois, il y a encore de l'amour, des fois, ils sentent plus l'amour circuler, mais après les 4 jours, comme je le dis souvent, c'est pas l'amour qu'on perd, c'est la connexion. Et Mm. dès qu'on se reconnecte, ben, l'amour recircule, parce que l'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est une énergie qui est partout. C'est l'énergie, et quand on la laisse circuler, quand on est sur le petit pont, qu'on la laisse circuler, ben, on le ressent. Donc c'est ça que j'aime, moi, dans cet outil-là, c'est que, et les couples, il y en a qui vont rester séparés, hein. On n'est pas là pour que les couples reviennent ensemble. On est là pour qu'ils mettent de la conscience dans ce qu'ils vivent. Mm. S'ils veulent rester ensemble, ils restent ensemble. C'est pas nous qui décidons. Ça aussi, parce que j'ai déjà vu trop de thérapeutes qui disent bah, séparez-vous, il y a plus rien à faire. Ce qui est faux. Mm. Parce que très souvent, c'est pas le problème l'un ou l'autre. C'est pas parce qu'il y en a des fois on prend parti et c'est pour ça que c'est important de travailler avec les deux. C'est la danse. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que dans la méthode Imago, le thérapeute c'est la relation et on ne travaille que sur l'espace relationnel. Oui. On ne travaille pas sur l'un, sur l'autre. C'est le couple qui travaille. Moi, je fais des amorces. Je mets Mm. mes bras pour sécuriser. Mais c'est pas c'est plutôt l'approche. C'est vraiment c'est le contenant de cet outil-là qui permet vraiment réparation de l'enfant. Et ma dernière question, c'était un peu plus personnel. Et toi, qu'est-ce que cette méthode et tout ce que tu as appris et compris t'a aidé dans tes différentes... comment ça t'a aidé dans tes différentes relations amoureuses? Où est-ce que tu as mis de la conscience, les erreurs que tu as arrêté de reproduire, etc. Ben, c'est vraiment cette approche Imago parce que au début, moi, je suis transparent. Hein, j'ai pas de problème. Je sais que ce que je fais, je pense que je suis compétent dans ce que je fais aujourd'hui, mais dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup de choses à améliorer. En même temps, je me sens compétent dans la vie personnelle, mais on est à deux. Là où je me suis amélioré, c'est que je m'engage. C'est pas si long, hein. Il y a 7-8 ans que je suis capable de m'engager dans une relation. Avant, j'étais toujours celui qui fuyait et je faisais pas le travail. Même thérapeute imago, je le suis depuis 15 ans. Je vois que j'étais dans la fuite quand même, j'avais peur, je me sentais pas assez en sécurité, j'avais pas assez confiance en moi, ce qui fait que je fuyais. Et j'ai été avec une partenaire, aussi thérapeute imago, et on était très dans la critique, tous les deux. Et on s'est beaucoup fait du mal. Et ça m'a vraiment beaucoup blessé. C'est une relation qui m'a marqué et je me suis promis d'arrêter de critiquer et de prendre responsabilité. Et c'est ça a été le changer le pays aussi, d'aller au Québec, de voir que les gens là-bas, t'es bon, t'es pas obligé d'être en couple pour être quelqu'un de compétent, il y a moins de jugement. En Amérique, il y a d'autres choses moins agréables, mais de ce côté-là, moi, ça m'a fait du bien, le non-jugement et la liberté, l'auto-entrepreneuriat. Et c'est ça, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus apaisé et je prends responsabilité, même si je critique comme tous les êtres humains, à un moment donné, je vais avoir une réaction, mon cerveau reptilien, il va aller plus vite, mais le soir ou à un moment donné, je vais dire, bon, est-ce qu'on peut en reparler? Puis tu es d'accord pour venir voir ce qui s'est passé pour moi et ça répare. Et j'ai même pas besoin souvent de l'utiliser, je l'utilise pas si souvent que ça, parce que le fait de savoir qu'il y a cet outil-là, qu'il y a quelque chose qui sécurise, où Mm. j'ai plus peur de me dire, de me nommer, d'être dans ma vérité. Et si à un moment je me sens jugé ou pas, je peux toujours demander un dialogue à tout moment, ma partenaire aussi. Et c'est vraiment, ouais, ça change tout. Aujourd'hui, je me sens vraiment, tard, hein, à 57 ans, je me sens prêt à vivre seulement maintenant, à vivre vraiment le couple. C'est Et un peu ça. d'ailleurs, tu fais des stages partout dans le monde, hein, globalement. Enfin, tu es toujours parti... Oui, c'est vrai. tous J'avoue. tes stages sont complets. Enfin, c'est un succès incroyable. Oui, les stages se remplissent. Bon, ils sont complets 2 mois avant ou un mois avant, mais ils se remplissent tous bien. Là, il y a de la place quand même sur pas mal de stages, mais j'en fais beaucoup. C'est vrai que j'en fais près de 20 dans l'année. Mm, mm. C'est la dernière année où j'en fais autant. Après, je vais en faire un par mois, mais je vais un peu partout où on me demande. Je vais où on me demande et puis j'aime bien. Moi, j'aime bien rencontrer les régions, les personnes. Je suis quelqu'un qui n'a pas vécu vraiment de la famille. J'ai pas eu la famille que j'aurais aimé avoir, en tout cas au niveau du lien, au niveau de l'écoute, au niveau. Et je vois, hein, je suis très sensible quand je vois même dans les films, je peux pleurer quand je vois des familles unies. Mm. Voilà, je crée des familles différemment. C'est complètement ça. Bah oui, j'en ai Est-ce que tu conscience. auras un mot pour la fin, un mot de la fin? Pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie d'aller mieux dans leur couple, j'imagine, s'ils nous écoutent. Ben, c'est ça, moi j'invite tout le monde à faire un stage, parce que le stage, c'est 4 jours, et c'est beaucoup moins cher que d'aller voir un avocat. Oui. Puis c'est plus Parce sympa. que souvent, les gens disent c'est cher quand votre stage et tout ça, il faut payer le. Ben oui,
ça a un prix parce qu'on est en profession libérale et que malheureusement, on est hyper. C'est vraiment, vraiment difficile de faire un stage, voilà, et d'en vivre. Et en même temps, c'est beaucoup moins cher qu'une thérapie et beaucoup moins cher qu'une séparation. C'est sûr. Donc, moi, je leur conseille vraiment. Et puis, il y a vraiment 100% de satisfaction. C'est pas moi qui ai créé ce stage. Je le fais à ma façon, mais c'est Arvil Hendrix et Hélène, c'est à eux que je remercie vraiment d'avoir créé cette méthode. Mais ce stage, il y a un avant et un après. Mm. On peut faire une photo au début, une photo après. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est nourrissant et c'est participer au changement du monde, un couple à la fois. J'ai l'impression de faire ça. Donc, Oui. en laissant mon l'ego de côté, hein, je cherche pas à faire plus, c'est juste ma part de colibri. Mm. Mais c'est agréable. J'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde. Et puis il y a ton livre aussi, hein. Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago, c'est un premier pas déjà. Et qui sort en audio ces prochains jours en plus, parce que comme il a beaucoup de succès, la maison d'édition a décidé de le sortir en audio. Je suis très content. Donc, en même temps que Gwenaël en plus. On sort, nos deux livres sortent en audio à peu près en même temps. Donc, voilà, c'est amusant. Top. Eh ben, merci beaucoup, Claude. Merci, Carole.